Pourquoi plus aucun média n'informe sur les conflits ukrainiens et au Proche-Orient? Le monde est-il au bord du précipice de la Troisième Guerre mondiale ou est-ce une communication de peur? Israël ou l'Ukraine, quel conflit est le plus dangereux pour nos intérêts? À ces questions répondra le spécialiste de la géopolitique internationale, Jean-Michel Vernochet. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors oui, on ne parle que de politique partout, on ne parle que des gouvernements, des ministres, des RN, des Fronts populaires, de Macron, etc. Et on ne parle plus, bien entendu, de ce qui se passe par le monde. Alors que on nous a abreuvé de toutes ces informations ces années durant. Donc aujourd'hui, on va remettre un petit coup de projecteur dessus. Et pour ça, je reçois Jean-Michel Vernochet. Bonsoir, cher Jean-Michel, comment ça va? Bonsoir à toutes, à tous. Écoutez, content d'être là par cet été chaud. Très chaud, hein. Bon. Pour l'instant. C'est normal, hein, mais attention, attention, parce qu'il ne faut pas confondre climat et météo. Alors, remarquerez que nous sommes passés de l'automne à la canicule. Est-ce que ça c'est de la météo, du climat? Je ne sais pas. Bon, bref, les spécialistes, les grands scientifiques jugeront. Voilà, on va parler vraiment géopolitique. Est-ce que c'est normal là que tout ce qui se passe là de par le monde, on a mis ça de côté? Écoutez, c'est une diversion salutaire pour nos grands médias qui font le buzz en permanence. Ils sont toujours en mal d'audience, en mal de sujets. Quand le Proche-Orient, le Levant, ça commence à être un peu, non pas épuisé, fatigué, mais on ressasse. Même chose pour l'Ukraine. L'armée russe grignote, mais en même temps elle piétine. Monsieur Zelensky continue à pleurnicher pour avoir des armes. D'ailleurs, Monsieur Macron lui donne abondamment d'argent. Vous savez que sur les 9 milliards que nous donnons à l'Ukraine par le truchement de Bruxelles, M. Macron a rajouté 3 milliards de sa propre poche, c'est-à-dire de la poche des Français. Hein. Ça fait 12 milliards au total, ce qui est pas mal, alors que M. Le Maire nous explique qu'il manque 10 milliards pour boucler le budget. Peut-être même 20 milliards. Et même peut-être 20 milliards. Non, on n'en parle plus, on en reparlera après. J'écoutais ce matin France Culture, et c'était intéressant. Il y a quelque temps, on a libéré, quand on avait libéré Julien Assange, France Culture n'en avait pas soufflé mot. Mais pas un mot, pas un souffle, rien. Alors que c'est un événement qui a une portée mondiale. En reconnaissant Julian Assange, en plaidant coupable, en reconnaissant qu'il avait commis un crime, même si c'est un parmi les centaines qui avaient été retenus contre lui, a reconnu qu'au fond, faire de la liberté d'expression, de la liberté de communication, d'information, faire son métier était devenu un crime. Comment on peut l'expliquer ça, que France Culture justement n'en parle pas? Souvent je repère il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, il faut écouter ce qu'ils ne disent pas. Eh bien, c'est tout à fait impressionnant la façon dont les choix rédactionnels sont opérés. Plus c'est important, plus c'est significatif et plus c'est passé sous silence. Je vous rappellerai tout bêtement que le plus grand et le plus fort, le plus puissant des mensonges, c'est le mensonge par omission.
Ouais, ça c'est vrai. Alors, on va parler de tout ça ensemble, mais avant ça, je vais présenter nos amis autour de la table. Alors d'abord, nous avons... il a mis un costume beige, clair, il est classe, il est chic, il montre que voilà, qu'ici à Géopolitique Profonde, on fait attention quand même au style. Jean-Maxime Corneille, analyse juriste, État profond et guerre civile fabriquée, best-seller. Bien, mais évidemment, des infos et des croisements de sources qu'on ne trouve réellement à aucun autre endroit, réellement même pas dans des sources anglaises. C'est vraiment inédit pour les analyses de fond sur les États-Unis et sur l'évolution aux États-Unis depuis globalement 100 ans, avec vraiment une logique qui est totalement transposable, qui est le modèle de ce qui nous est servi aujourd'hui et qui va nous être servi crescendo dans les 2 années qui viennent. Et de toute façon, c'est vraiment le mode opératoire mondialiste menant les peuples en collision artificiellement. Donc voilà. Et pour le costume clair, c'est qu'il faut assumer le costume clair. On ne fait ça qu'en Orient. Il n'y a pas que dans les mariages qu'on peut mettre des costumes clairs. C'est bon, c'est agréable. Il faut le remettre à la mode. J'espère que les gens, quand ils verront cette émission, là, pendant qu'ils nous regardent, et les grands sartorialistes, actuellement, ils se disent tiens, je veux prendre un costume clair. On peut demander à la menace qu'il en pense et on va faire des discussions sartoriales. Et une cravate claire. Un costume de mariage quasiment. Mais tu te maries bientôt, je crois, non ? Bien sûr, toujours. Non ? Oh là là. Je me marie souvent. Non, je casse pas le mythe. Il y a tellement de filles qui nous regardent juste pour lui. Donc je casse pas le mythe. Merci, cher Jean-Maxime. Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka, monsieur. Ah. Merci, Jean-Maxime. Et à ta droite, Patrick Pazin, éditeur et dorénavant même créateur de contenu vidéo avec Novimondi TV. Oui. Comment ça va ? Très bien, merci Mike, bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que c'est la Novimondi TV ? Nous avons créé en fait une chaîne pour montrer que les solutions existent, que en résumé l'âge d'or est déjà là, sauf que nous ne le savons pas. L'âge d'or de quoi ? Dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, l'alimentation, la santé. Par exemple, nous avons une collection de musique des plantes. Nous montrons effectivement de ce que j'ai filmé depuis 15 ans, par exemple, dans les champs, avec des récoltes extraordinaires, sans un gramme de chimie. Donc, et là, cet été, je vais commencer à tourner un film qui montre que les guerres de l'eau que l'on nous annonce, où nous allons nous entretuer parce que nous allons manquer d'eau, en fait, c'est absolument faux, parce qu'en fait, il y a ce qui s'appelle de l'eau primaire. Et donc cet été, je vais commencer à aller filmer des forages où nous montrons qu'en fait, il y a de l'eau en abondance. Et ce qui s'appelle l'eau primaire, c'est en fait, depuis des millions d'années, la Terre envoie de l'hydrogène, de l'oxygène, qui se combinent. Et il y a comme ça des ressources énormes, notamment dans les roches. Merci beaucoup, cher Patrick. Allez à Novimondi TV, une excellente chaîne, comme toujours. Excellent éditeur, excellent cinéaste, excellent Merci, tout. Mike. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la lettre d'information de Géopolitique Profonde. Voilà, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Et tiens, pour le coup, j'ai l'auteur. Un auteur est ici parmi nous, Jean-Michel Vernochet, Wokisme, Transhumanisme. Wokisme, transhumanisme, ça on peut dire que ce sont aussi les mots MAUX du 21e siècle. Ce sont les 2 mamelles de la mondialisation. Et wokisme et transhumanisme, bon, on va fondre les deux. C'est globalement en disant que c'est une idéologie, mais c'est plus qu'une idéologie, c'est une religion. Et c'est surtout la religion du monde global. Ce monde global ne peut pas fonctionner simplement par des mécanismes économiques. Il faut une croyance, une foi, et cela vient de loin. Et d'ailleurs, si un jour je trouve un éditeur, j'ai écrit des choses sérieuses, et non pas vulgaires, mais vulgarisantes, pour expliquer quel est le péril en la demeure. On nous oppose, on nous parle souvent de l'islamisme. C'est vrai que l'islamisme est un danger, un réel danger, mais le wokisme l'est tout autant. Ça nous mite le cerveau, ça gangrène même l'âme. Enfin, dès lors que vous dites qu'il n'y a plus ni homme ni femme, que l'homme est une femme comme une autre, ou vice-versa, que l'on peut changer de sexe selon ses caprices. Non, on ne change pas de sexe, c'est inscrit dans nos gènes. On est masculin ou féminin, il n'y a pas d'hermaphrodisme génétique. Et voilà, mais alors on peut tout inventer, tout créer, tout fabriquer, justement en déconstruisant le reste. Est-ce que wokisme, transhumanisme, mais aussi Ukraine, Israël, est-ce que tout ça, c'est pas plus ou moins en réalité lié ?
Eh ben on peut le lier, effectivement. Il y a un processus depuis 1980. 90 et la chute du mur de Berlin, il y a un processus d'unification du marché mondial. Mais il y a des zones, des secteurs géographiques, des pays, des États, des nations qui résistent. C'est pas bien ça, de résister, qui ne veulent pas se fondre dans le grand creuset mondialiste. Je parle pas des petits États qui sont résistants comme l'Afrique, on l'a vu, Monsieur Corneille, à propos notamment du Covid. L'Afrique n'est pas encore mûre pour basculer et être digérée par le boa mondialiste. Eh bien, on voit bien que, au fond, ce sont les mêmes puissances qui dirigent tout ça, à la fois la puissance anglo-américaine, euro-atlantiste, mais également, il n'est pas, et je termine là-dessus, il n'est pas surprenant de voir que l'État d'Israël, l'État hébreu, est l'un des États qui a le plus vacciné au monde. Et donc, la vaccination étant une idéologie du mondialisme. Bien sûr, mais on va pas trop parler de ça mais, parce que on sait ce que pense. Mais on le sait, on exemple. On le sait. Ouais, utilise la lettre V, ouais, comme V à l'époque là, V comme la ton série V. Bon, mais pourquoi je vous demande ça? Parce que même en Israël, hein, alors peut-être moins en Ukraine, mais en tout cas en Israël, il y a ces villes telles Tel Aviv, Eilat, etc., qui justement promeut ce fameux wokisme et ce fameux progressisme. On sait que Gay Pride, toutes ces choses Tel Aviv sont mises en avant. Tel Aviv est la capitale mondiale de la Gay Pride. Comme je l'ai dit, ils sont à la tête du progrès, si on peut dire. La Gay Pride, le transsexualisme, le transgenrisme, gendérisme, tout ce que vous voulez, c'est une forme de transhumanisme. De même que l'Ukraine est quand même le pays de la GPA, c'est les trafics de fœtus, d'enfants, de tout ce que vous voulez. C'est un des grands éléments culturels. C'est ce que l'on ne dit pas. L'Ukraine est quand même un drôle de pays. On vient de commencer la procédure d'entrée dans l'Union européenne. Mais on nous parle des valeurs de l'Europe aussi. Alors la GPA n'est pas encore inscrite dans la Constitution en France, mais ça ne saurait tarder. Puisque c'est la liberté de chacun et de tous. J'ai pas dit de toutes, hein, j'ai dit de tous. C'est non genré. Et donc, ce sont les grands laboratoires de cette idéologie et de ces mondes en construction, déconstruction. Voilà, on a deux. Je pense d'ailleurs que l'Ukraine est l'un des aspects. J'ai vu que l'affaire de l'Ukraine a démarré au moment où les forces occidentales, je dis les forces, hein, appuyées par d'ailleurs les islamistes radicaux, marquaient le pas en Syrie. Et donc, on a ouvert d'une certaine façon, on a ouvert un deuxième front. Hein, c'est deuxième front, voilà. Et oui, c'est lié. Mais est-ce que les peuples ukrainiens et israéliens aussi, tiens, pas pour le coup, veulent rentrer de plein pied dans ce mondialisme et dans ces visions progressistes? Est-ce que eux, parmi eux, il y a de la résistance quand même? Écoutez, il y a forcément de la résistance, puisque par exemple en Israël, vous avez toutes les sectes, je ne sais pas comment dire, si on dit secte ou église orthodoxe, qui refusent le service militaire. Pour la plupart, certains le font, mais ils refusent le service militaire et considèrent même que Israël, l'État d'Israël, est une aberration, puisque on ne peut rentrer dans l'État d'Israël que le jour où le Messie sera revenu. Donc Israël, au fond, est fait de briques et de broc. C'est un État composite. On ne peut pas... Quand on parle de juifs, c'est une aberration. Les juifs sont nombreux, divers, variés, tout comme les islams d'ailleurs. Ce ne sont pas des blocs monolithiques. Quant aux jeunes Ukrainiens qui n'ont pas été envoyés de force, il faut bien le souligner, sur le front, qui n'ont pas été raflés dans les rues, ou les pères de famille, ils sont partis au début du conflit.
la jeunesse ukrainienne a fui autant qu'elle a pu. Il y en a des millions, je dis bien des millions, que ce soit en Pologne, en Allemagne, en France. C'est vrai, ils sont En partis Russie. beaucoup en Russie sont partis. aussi, et surtout en Russie, je crois d'ailleurs. Oui. Mais, Et beaucoup sont partis en Russie. Bien sûr. mais là, où on en est? Est-ce que là, les Ukrainiens vont réussir à maintenir cet état de guerre jusqu'au moins, je ne sais pas moi, jusqu'en 2025? Est-ce qu'ils sont en déroute? Comment ça se passe là exactement? Non. Monsieur Macron l'a bien dit, mais Monsieur Védrine aussi, ancien ministre, l'a dit. Il faut que la guerre s'arrête. Enfin, c'est Védrine qui dit ça, la guerre s'arrête, mais M. Macron ajoute, mais on ne peut pas laisser les Russes gagner. Bon, alors, c'est un jeu à somme nulle. Je crois déjà que la première étape, ça sera novembre et les élections américaines. On peut imaginer que les Russes vont continuer à maintenir la pression, à user petit à petit les matériels, et malheureusement les jeunes hommes ukrainiens ou les moins jeunes qui sont affectés au front. L'Ukraine va continuer à être un gouffre, un tonneau des Danaïdes dans lequel l'Europe, la France est en train de s'épuiser dans le financement d'un conflit qui n'a pas de sens et qui n'a pas d'issue pour l'instant. Donc il faut voir en novembre ce que les choses vont donner. Si, avec l'arrivée éventuelle des républicains aux affaires, il y a un changement de cap, M. Trump a annoncé que la guerre serait terminée dans les 48 heures, on verra bien, on verra ce qu'il en est. Mais quel est l'intérêt français aujourd'hui à soutenir, vaille que vaille, ce régime? Écoutez, l'intérêt français stricto sensu, l'intérêt du peuple français, il n'y en a aucun. On n'est pas impliqué. On se comporte en France comme si on était en guerre avec la Russie, mais nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Il y a une ambassade qui n'est pas très loin d'ici. Donc si on était en guerre, il n'y aurait plus d'ambassade, il n'y aurait plus de représentants. Il y a des escarmouches, on fait des misères à l'un, à l'autre, il y a des restrictions sur ci, sur ça. Puis surtout, il y a d'énormes trains de sanctions. Ce qui est ridicule. Tout le monde sait que au moins une grande partie de la Russie appartient à l'Europe. Donc il faudra bien un jour ou l'autre se réconcilier. Si tant est qu'on veuille construire une puissance européenne, on ne pourra pas la faire sans Elle la peut Russie. se faire, cette réconciliation, parce que j'imagine que les Russes aujourd'hui peut-être n'ont pas envie de faire ce pas envers nous. Ah ben ils n'en ont pas besoin. Surtout, ils n'en ont pas besoin. Pourquoi voulez-vous qu'ils fassent un pas? Ils vont pas renoncer. Ils ont eux-mêmes sacrifié beaucoup d'hommes, des matériels. Nous avons, nous, Européens, Occidentaux, nous avons précipité la Russie dans les bras de la Chine, alors qu'il y avait des désaccords profonds, voire une inimitié. Je vous rappelle que du temps de M. Brejnev avait songé très sérieusement à nucléariser la Chine. On n'en parle pas, il est difficile de le trouver dans les livres d'histoire, mais c'est un fait. Nucléarisé ou vitrifié Hmm. Nucléarisé ou vitrifié? Le résultat est le même. Oui, c'est pareil. Parce que nucléarisé, ça peut être doté de l'arme nucléaire. Non, alors nucléarisé, c'est-à-dire vitrifié, voilà. C'était tout à fait offensif. Il y a eu des conflits sur le fleuve Amour, enfin, donc c'était pas au beau fixe. Mais peut-être que nous sommes, bon, c'est possible, hein, je ne sais pas, donc je pose la question, à ce choc des civilisations, qui peut-être est inéluctable. Je crois que je n'irai pas jusqu'à dire que le choc des civilisations est un mythe, mais c'est aussi une construction intellectuelle. Voyez-vous, bien sûr, il y a eu un grand schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, entre le catholicisme romain et l'orthodoxie, mais le temps est passé. On n'est plus du temps à la chute de Constantinople, comme certains chrétiens ont préféré à l'époque, le turban à la tiare. Nous ne sommes plus tout à fait là. Nous sommes plutôt à une époque où le camp occidental devrait resserrer ses rangs, mais autour de vraies valeurs, qui ne seront pas les valeurs du LGBTQisme ou wokisme, etc., qui d'ailleurs sont des valeurs mortifères, qui nous disloquent, qui nous détruisent, qui nous rendent tous ennemis de nous-mêmes. Dès lors que vous dites « je suis genré, je suis un décolonisé, je suis… »
Comment voulez-vous construire une... Mais vous pensez sincèrement que en Ukraine, les Ukrainiens se battent pour le LGBTisme? Vous savez, avec la distance, je me suis rendu compte au cours de certains voyages, même de tous mes voyages, que l'image que l'on a loin est extrêmement différente. Alors que je vois par exemple en Irak, alors que M. Chirac était totalement dévalué, discrédité, enfin bon, il avait été réduit à ses véritables dimensions de radical. En Irak, il était érigé toujours comme une sorte de dieu vivant. Donc on se fait une idée, les Géorgiens qui aujourd'hui manifestent à Tbilissi croient que l'Europe, comme les Africains qui arrivent, on leur a fait croire que les pavés de la France ou de l'Europe étaient des pavés en or, que la manne céleste allait dégringoler. Alors c'est vrai qu'elle dégringole, hein, voilà, d'une certaine façon, mais l'idée que l'on a quand on est très loin est généralement très fausse, même absurde, fausse jusqu'à l'absurde. Donc la tentation d'Europe, le désir d'Europe, le désir d'Occident est un désir fantasmé en grande partie. Vous savez ce que je pense, c'est que l'Occident est allé tellement loin dans la dette et les déficits, dans la création monétaire, enfin, dans toutes ces choses. Je me pose la question parfois, si ces conflits ne sont pas provoqués, parce qu'on le sait... Ah mais vous êtes conspirationniste ? Ah oui, très, je suis très. Si ces conflits ne sont pas provoqués sciemment pour que vienne une forme de troisième guerre mondiale et qu'au final, on efface tout derrière. Alors, tout se passe comme si, effectivement, c'est vrai qu'une troisième guerre mondiale permettrait ce qu'on appelait autrefois dans ce livre de Georges Bataille, La part maudite, la destruction massive de biens, de personnes. On réduirait la démographie mondiale si on utilise l'arme atomique et de repartir à zéro sur les décombres. C'est ce que les Américains ont tenté de faire avec la guerre du Koweït. Hein, Saddam Hussein avait fait des offres, il voulait... Non, on lui a dit non, on y va. Et il pensait que la reconstruction koweïtienne allait doper, allait relancer cette économie mondiale, cette économie américaine qui était déjà largement flageolante. Et bien, ça n'a pas été le cas. Donc, on a beau détruire des biens, dans certains cas, ça marche, mais c'est des remèdes qui ne sont pas universaux. Hein. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Mais il est bien connu qu'aujourd'hui, de même qu'on ne sait pas comment sortir de la guerre d'Ukraine, surtout si on veut avoir, selon le vœu de M. le maire, une Russie à genoux, on ne sait pas comment en sortir, mais on ne sait pas comment sortir de la dette. L'Amérique, de sa dette publique, a dépassé les 33 000 milliards de dollars. Officiellement, peut-être. Officiellement, la France est à 3 000 et quelques aussi milliards de dollars, sans compter la dette privée. Hein. Donc, officieusement, on serait plutôt à 5 000, plus la dette privée, donc on a dépassé les 10 000 milliards d'euros. On ne peut pas s'en sortir. Donc, soit il faudra un moratoire, soit il faut une guerre. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas la guerre. Mais il est vrai qu'en sous-main, il y aura toujours des fous furieux, des docteurs Folamour de la politique, des Klaus Schwab, par exemple, ou des super Soros, qui voudront, qui diront, de toute façon, pour qui la vie humaine ne compte pas, qui sont des transhumanistes, et qui disent le phénix renaîtra de ses cendres, et l'humanité avec... Et d'ailleurs, ces gens que vous avez cités, se fabriquent des bunkers dans des îles privées. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Et c'est pas neuf, Voilà, par exemple, M. Zuckerberg a acheté une petite île, je crois, aux Bahamas, et il sait se construire sur les petit petites bunker. îles, il y a des tsunamis. Les plus malins, c'est ceux qui, il y a déjà un demi-siècle, se faisaient construire des super bunkers au centre de l'Australie, au milieu des déserts,
avec 20 000 kilomètres, enfin 20 000 kilomètres, oui, 10 000 kilomètres de terre bien ceinturée, bien grillagée autour, en disant nous survivrons. Il y a du survivalisme aussi chez les milliardaires. Bah oui, c'est ce que je pense. Hein. Je pense qu'il y a une forme de logique, en plus de fuite en avant. Il y a aussi une logique d'ego, parce que j'imagine que voir l'Ukraine perdre, c'est une forme de défaite aussi pour l'Amérique. Ah il peut y avoir une forme de suicide, mais pensez bien qu'au sommet du pouvoir, il y a des rapports de force extrêmement complexes, des équilibres encore plus précaires et éphémères. Le camp des faucons est équilibré par le camp des tourterelles. mais l'un, à un moment donné, peut l'emporter sur l'autre. Une étincelle peut déclencher l'embrasement. Clairement, regardez sur le Proche-Orient. Les Iraniens ont fait leur petite attaque contre le dôme de fer israélien. Les gens ont dit « Ah, mais tiens, il n'y a pas de riposte. » Bon, enfin, il y a une petite riposte, je crois. Et encore, c'était ridicule. Oui, il y a eu 2-3 petits pétards. Voilà. Mais le numéro 2 du régime, ou numéro 1, je ne sais plus. Raïssi, numéro 1, le président. En est quand même mort d'un accident d'hélicoptère. Oui, c'est quand même bizarre. Il y avait 3 hélicoptères, c'est celui du milieu qui, tout d'un coup, est tombé. Par un temps Mossad. Moi, ça me paraît... Voilà. Alors, c'est la blague, de partout. Je ne le félicite pas. Ce sont les 2 blagues officielles qui ont circulé. L'agent responsable était un certain hélicoptère, c'était la première blague sur les réseaux sociaux. Et le deuxième, c'était que c'était pas. Merci, cher Jean-Maxime. Est-ce que ce n'est pas, cher Jean-Michel, une forme de riposte? J'imagine qu'officieusement, les Iraniens savent des choses. C'est une hypothèse, on suppose. Mais il y a eu une forme de riposte, vous n'avez peut-être pas repéré ça au passage, qui a été mentionné par un journaliste brésilien, francophone, qui s'appelle Pepe Escobar. Il a sorti une information, ça n'a été repris nulle part, selon des sources, et j'ai moi-même croisé, faut pas dire, j'ai croisé Pepe Escobar il y a peu de temps à Moscou. Mais je ne suis pas un agent de Moscou, je vous prie de le croire et de le répéter. Trop tard, ça sera répété, amplifié, déformé. Pepe Escobar a sorti, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, même si c'est une vedette, nous a dit qu'il y aurait eu un avion furtif, donc un fameux F-35, américain, chasseur bombardier F-35, qui aurait emporté des explosifs nucléaires, atomiques, en direction de l'Iran, et que cet avion aurait été intercepté et détruit. Ça a été une rumeur qu'en effet. Détruit, oui. Détruit au-dessus du désert syrien. Le désert de Syrien est extrêmement vaste. Il y a même des volcans, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ou au-dessus du Golfe. Donc la réplique, et ce sont les Américains qui seraient chargés d'abattre ce F-35. Israël dispose de quelques F-35. Ils viennent d'ailleurs d'en acheter un bon paquet, parce que on donne de l'argent, mais l'argent sert aussi à réacheter des armements de l'autre côté. C'est un cycle tout à fait passionnant à voir. Donc il y aurait eu cette tentative de rétorsion, mais majeure, et qui aurait avorté du fait de l'interdiction américaine. Bien sûr, personne n'en a parlé, à part Pepe Escobar. Donc c'était aussi plus qu'une rumeur, parce que Pepe Escobar, connaissant l'homme, connaissant son cursus, n'est pas quelqu'un qui ne fait pas dans le people. Hein. Ce qu'il avance, c'est des choses assez étayées. Mais est-ce que ça peut dégénérer, ou est-ce que tout ça est un peu sous contrôle? Pour l'instant, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ils savent ce qu'ils font. Alors, je vais vous dire, ceux qui contrôlent le mieux et qui sont les plus raisonnables, paradoxalement, sont les militaires. Pas les militaires français, ils sont complètement abrutis. Les pauvres. Mais les militaires américains prennent des déculottés à répétition depuis le Vietnam.
la Somalie, enfin tout, l'Afghanistan, tout ce que l'on veut, l'Irak. L'Irak, c'est pas une grande réussite, hein. Quand ils ont quitté Mossoul, ils ont abandonné des tombereaux d'hélicoptères, de chars, de véhicules, comme ils l'ont fait d'ailleurs à Kaboul. Les militaires savent ce qu'est une guerre. Ils sont des gens qui calculent, qui regardent et qui disent en a-t-on d'ailleurs véritablement les moyens. Alors c'est vrai que les États-Unis conservent aujourd'hui encore une supériorité technique, supériorité de matériel réel, mais pas sur tous les plans. Rappelons que les Russes ont par exemple des drones sous-marins, le fameux drone Poséidon, qu'ils peuvent tirer de la mer de Barents par exemple, et qui ira jusque dans le port de New York, et qui peut porter une charge nucléaire qui n'explosera pas dans New York même, mais pourra causer un énorme tsunami, par exemple. Ils ont des torpilles à cavitation elles sont filoguidées, je crois, qui se déplacent à 400 km/h sous l'eau. Oh, c'est ancien ça. Pardon ? C'est ancien. Les Shkval, c'est ancien. Pardon ? Les torpilles Shkval, c'est vraiment un truc ancien. Et ils ont mieux sans doute aujourd'hui. Oui. Non, mais peut-être. Mais toujours est-il, bon, on dit le plus grand mal depuis le conflit ukrainien qui a été un grand laboratoire des fameux missiles hypervéloces, hypersoniques si vous préférez. Mais apparemment, je ne sais pas si c'est ce type de missile qui a été utilisé par les Houthis récemment, mais qui a touché et endommagé, je ne sais pas à quel point, de 2 missiles qui auraient endommagé un porte-avions américain qui aurait quitté la mer Rouge. Donc vous voyez, la guerre aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'acquis à l'avance. Tout le monde peut savoir quand on la commence, on ne sait jamais quand on la termine ni comment. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.